Et on retrouve François-Xavier Giquel, directeur des opérations chez SOS Chrétien d'Orient. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Liselotte, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de Géorgie. Absolument. En effet, je voudrais vous parler de ce petit pays du Caucase qui, depuis 2 ans, concentre à lui seul tous les paradoxes du continent européen. Et donc ce pays, comme vous l'avez dit, c'est la Géorgie. Alors, début octobre, le pays a organisé des élections municipales. Euh, et ce scrutin, qui pourrait sembler purement local, est en réalité profondément stratégique. Il illustre à quel point la démocratie européenne est aujourd'hui sous tension et combien le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes semble avoir perdu de sa valeur dès lors qu'ils ne votent pas comme il faut. Alors, souvenez-vous, l'an dernier, je vous avais déjà fait des chroniques acérées sur le sujet. J'étais sur place en Géorgie comme observateur international pour les élections législatives cette fois. J'avais pu constater par moi-même sur le terrain que le processus électoral était d'une rigueur exemplaire. Organisation sérieuse, commission indépendante, vote apaisé, transparence totale. Pas de bourrage d'urne, pas de menaces, pas d'irrégularité notable. Rien de tout ce que certains médias occidentaux ont pourtant voulu nous faire croire. Et alors, pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous pourriez nous rappeler le contexte politique de la Géorgie? Qui dirige le pays aujourd'hui, François-Xavier? Alors, pour le contexte, depuis 2012, donc depuis 13 ans, la Géorgie est gouvernée par le parti Rêve géorgien. C'est une formation de centre-droit, certes conservatrice, née du mouvement populaire qui avait mis fin à l'ère autoritariste de Saakachvili. Ce parti est régulièrement accusé à Bruxelles d'être pro-russe. Pourtant, les faits disent tout le contraire. C'est sous son gouvernement que la Géorgie a inscrit dans sa constitution son objectif d'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN, soulignons-le. C'est sous son gouvernement qu'elle a refusé de rétablir des relations diplomatiques avec la Russie depuis la guerre d'août 2008. Et c'est encore ce gouvernement qui réclame encore et toujours la restitution de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie, qui représentent 20% du territoire national occupé par Moscou depuis plus de 15 ans. Le pays a même condamné Vladimir Poutine devant la Cour pénale internationale. Donc franchement, difficile d'y voir un régime à la solde du Kremlin. Et pourtant, ce gouvernement est en conflit ouvert avec Bruxelles. Qu'est-ce qu'il lui reprochait exactement? Alors, en effet, ce gouvernement a commis un double sacrilège aux yeux de Bruxelles et de certains bailleurs d'influence. On ne citera pas Georges Soros, évidemment. D'abord, il a adopté une loi sur la protection de la famille traditionnelle, jugée rétrograde par la Commission européenne. Et surtout, il a voté une loi sur la transparence du financement des ONG, imposant à toute organisation recevant plus de 20% de ses fonds de l'étranger de le déclarer. C'est une mesure très proche des lois américaines FARA, qui sont en vigueur depuis 1938. Mais curieusement, ce qui est normal à Washington devient scandaleux à Tbilissi. Il n'en fallait pas plus pour déclencher une réaction en chaîne. Depuis plus d'1 an, le pays connaît des manifestations massives, parfois violentes, clairement encouragées et financées par des structures extérieures. Et cela alors même que l'opposition sur le plan électoral reste très minoritaire, autour de 25% des voix contre plus de 40% pour Rêve géorgien. Ces manifestations n'ont donc rien de spontané, elles s'inscrivent dans une stratégie de déstabilisation politique. Alors, personnellement, je peux en témoigner, j'étais accrédité par la commission électorale centrale indépendante, dont les membres sont élus aux 2 tiers du Parlement, donc à la fois par la majorité, mais également par l'opposition. Et toutes les demandes de cette opposition, mais aussi des observateurs européens et américains, ont été acceptées. Le vote électronique, par exemple, s'effectuait sur des machines Smartmatic, désolé pour les technicités, qui sont les mêmes que celles qui sont utilisées pour les élections aux États-Unis. J'ai pas forcément foi aux élections aux États-Unis, mais ça prouve les gages qu'ils donnent à l'Occident. Le mode de scrutin a été adapté pour favoriser les petits partis, la parité jugée pénalisante pour eux a été assouplie, et bref, le processus a été calibré pour être le plus inclusif possible. Et le jour du vote, des centaines d'observateurs internationaux étaient présents dans tout le pays, résultat, aucune fraude significative signalée. Les registres des plaintes étaient quasiment vides. Mais depuis plus d'1 an, les rues de Tbilissi sont remplies, non pas de citoyens indignés, mais de groupes instrumentalisés. On ne conteste pas des irrégularités, on conteste un résultat démocratique qui ne plaît pas. Et quels étaient alors les enjeux de ces élections municipales? Alors, les élections municipales d'octobre avaient à eux tout valeur de test. Le verdict a été clair, Rêve géorgien l'a à nouveau emporté. Certains partis d'opposition avaient préféré boycotter le scrutin, puis hurler à la fraude, ce qui est assez pratique en fait, quand on n'a pas participé aux élections. Le soir même, des manifestants ont tenté de prendre d'assaut la résidence présidentielle. Donc on n'est plus dans une critique démocratique, mais dans une tentative de coup de force. Et cette pression étrangère n'est pas une exception caucasienne. On le retrouve d'ailleurs sous d'autres formes. Regardez, en Moldavie, à quelques jours du référendum sur l'inscription de l'adhésion à l'Union européenne dans la Constitution, Ursula von der Leyen s'est rendue à Chisinau pour promettre près de 2 milliards d'euros d'aide. Résultat, le oui l'a emporté d'un souffle à 0,5% de voix d'écart. On parle souvent des ingérents russes, qui je pense sont absolument réels, mais ici l'ingérence européenne elle est assumée, elle est visible, et en effet elle est efficace.
Un autre cas, la Roumanie. Si vous vous souvenez des élections présidentielles de 2024 qui ont été annulées et reportées à 2025. Il y avait le candidat Calin Georgescu qui était arrivé en tête et qui était favori pour le second tour et qui a vu sa candidature annulée sous la pression d'instances institutionnelles nationales soumises à d'intenses pressions diplomatiques internationales. Son successeur, George Simeon, pourtant pro-UE et pro-OTAN, mais qui est tout de même attaché à la famille et aux racines chrétiennes de son peuple, ce qui ne passe pas à Bruxelles, a perdu dans un climat de menaces et d'intimidation médiatique. Et si je vous suis, vous dites donc que l'Union européenne se rend coupable du même type d'ingérence qu'elle dénonce par ailleurs. Alors tout à fait, ces exemples montrent que l'ingérence ne vient pas toujours de là où on croit. La Russie cherche à influencer, c'est certain, je vous l'ai dit, mais l'Union européenne aussi agit comme un acteur politique à part entière. Elle promet des aides, conditionne des subventions, envoie des représentants avant le scrutin, finance des ONG et des médias favorables à ses positions. Tout cela n'a rien de neutre. Alors oui, bien sûr, on dit que c'est pour défendre la démocratie, mais on finit par confondre démocratie et conformité. Si un peuple vote pour un gouvernement jugé trop conservateur, il faut le faire tomber. Si un candidat défend la famille ou la souveraineté, on le marginalise. Et si un pays tente simplement de préserver son indépendance, on le menace de sanctions. Au fond, l'autoritarisme n'a pas disparu d'Europe, il a seulement changé de visage. On n'impose plus par la force, on impose par la norme, par la morale, par la pression économique et médiatique. Et pour ceux qui, comme moi, ont vu de près la manière dont se déroulent réellement ces élections, c'est profondément inquiétant. Parce que la démocratie, la vraie, c'est pas de dire au peuple comment voter. C'est de laisser choisir librement, sans manipulation, sans intimidation, sans ingérence. Et si nous continuons à accepter que les grandes puissances dictent leurs préférences politiques à des nations entières, alors il ne nous restera plus qu'une démocratie d'apparence, celle des peuples qui votent juste, mais jamais libre. Merci beaucoup François-Xavier pour cette chronique sur la Géorgie, mais qui rappelle effectivement des problématiques qui sont un peu plus globales sur le rôle et l'influence de l'Union européenne. On vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.